c'est bon, super. Alors, sur les critères techniques de la passation de marché, on va essayer d'être plus cool sur les slides, de prendre plus notre temps que sur les parties précédentes. Et on retrouvera tous les critères qu'on a listés jusqu'à présent et quelles valeurs on vous conseille de mettre. Alors, tout d'abord, d'où viennent ces critères? Ils viennent de l'ONU Environnement, UN Environment Programme, pour lequel je travaille. Je travaille en tant que consultant depuis plusieurs années pour eux. Et dans ce cadre-là, j'ai fait ce qu'on appelle des Green Public Procurement Technical Guidelines and Specifications for Energy Efficient Lighting. Donc, des Green Public Procurement, c'est ou Sustainable Public Procurement, c'est des critères de passation de marché public, en fait. Et donc, je l'ai fait pour l'éclairage public, plus l'éclairage d'ailleurs des voies, et pour les bâtiments aussi, l'éclairage intérieur. Donc attention, c'est la première fois que je présente ça. Donc la version a été discutée durant des mois, j'ai reçu quelques commentaires de mes homologues, mais c'est la première fois que je présente ça et c'est une version non officiellement validée, on va dire. Voilà, donc susceptible d'évoluer. Alors, premier critère qu'on va mettre dans ces marchés publics quand on va vouloir acheter un luminaire, et moi je vais cibler plus les luminaires LED, mais ça peut être applicable à tout type de luminaire, c'est l'efficacité du luminaire, l'efficacité lumineuse. Donc combien de watts de lumen, pardon, il produit par watt consommé. Alors pour ça, un critère, la puissance. Si la puissance du luminaire est inférieure à 90 watts, on considère qu'on est sur l'éclairage des places, des petites rues, etc. On peut dire qu'on va accepter une efficacité minimale, j'ai oublié minimale, des luminaires de 120 lumens par watt. OK, ce sera l'efficacité minimale. Si la puissance du luminaire est supérieure ou égale à 90 watts sur les grandes hauteurs d'éclairage routier très efficace, on va dire 140 lumens par watt. Attention, flux sortant du luminaire, c'est-à-dire vous regardez la lumière que ça produit par rapport à la puissance à l'entrée que ça consomme. D'accord? C'est pas le flux des lampes. Parce que souvent, quand on compare par rapport à l'éclairage traditionnel, on prend le flux des lampes d'un lampe sodium qu'on va visser d'un luminaire. Mais le luminaire, il a une efficacité lui-même. Et l'efficacité luminaire d'une lampe sodium, par exemple, c'est 70%, le rendement, pardon. Donc, le flux sortant du luminaire, ça doit prendre en compte les réflexions d'un luminaire. Voilà. Donc, ça, c'est des critères assez ambitieux. Certains, je pense, vont avoir des commentaires et me dire oula, tu vas un peu trop loin, mais je vous montrerai qu'il y a des produits qui existent. Sur la durée de vie, alors on m'a dit tout à l'heure, est-ce qu'un luminaire LED qui dure 5000 heures, c'est réaliste ou pas? Ben, je vous dirais pas trop, à mon sens. La durée de vie d'un luminaire, en fait, ça se mesure en L70 B50. C'est une durée de vie en heures donnée pour L70 B50. Qu'est-ce que ça veut dire L70? Ça veut dire que mon luminaire, il a perdu, regardez le schéma en bas à gauche, L70, ça correspond à ça. Mon luminaire, au début, il est à 100%. Vous voyez, c'est le temps, le temps en bas, donc la durée de vie en heures. OK. On considère qu'on a 0 au début, 0 heure au début, il émet 100% de la lumière qu'il devrait émettre. L70, c'est quand il émet 30% de moins de lumière parce qu'il se dégrade, parce qu'il perd son efficacité dans le temps, naturellement, le luminaire, il émet moins de lumière. C'est le vieillissement des composants qui fait qu'il émet moins de lumière et quand il a perdu 30%, on dit qu'il est à L70, c'est-à-dire il émet toujours 70% du flux. OK, donc L70, là je l'ai marqué 70% à 50 000 heures. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, le B50, ça veut dire que sur
sur un batch, sur un échantillon de luminaire, vous en aurez 50% qui émettent moins de 70% du flux, vous remplacez tout. Je vais vous lire la définition, elle est plus claire. Durée de vie en heures, exemple 50 000 heures pour AL70B50, c'est la durée pour laquelle seulement 50% du nombre total de lampes ou de luminaires continuent d'émettre plus de 70% de leur flux. D'accord? Ce critère, il sert à comparer les lampes luminaires entre eux et doit être pris en compte pour planifier les opérations de maintenance. Très important. Parce que si vous installez par exemple allez, 100 luminaires pour éclairer une longue avenue qui sont à L70 B50. Mais sur ces 100 luminaires, vous savez qu'à 50 000 heures, vous en aurez 50%, 50 qui émettront moins de 70% du flux initial. Et là, vous remplacez tous vos luminaires, même ceux qui émettent plus, parce que peut-être qu'à 51 000 heures, ils émettront moins de 70% du flux initial. D'accord? D'où l'intérêt pour la maintenance préventive. Donc ça, c'est la façon dont mesurer la durée de vie d'un luminaire. C'est pas forcément 70 et 50, c'est pas forcément L70, B50. Vous pouvez avoir la durée de vie qui est définie en heures, donc pour L80, B40. Ça veut dire que seulement 40% des lampes continuent d'éclairer plus de 80% du flux initial. Vous voyez? Vous pouvez avoir du L60 B10 ou B80. C'est à vous de décider. Traditionnellement, ce qu'on voit le plus, et quand c'est pas précisé en général, c'est ça, c'est L70 B50. Mais avec l'éclairage, et notamment l'éclairage LED, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Plus vous choisirez, par exemple, L80 B60, c'est-à-dire vous trouverez moins de perte de flux sur moins de luminaire, ça sera plus cher que L70 B50, c'est tout. Ça dépend ce que vous êtes prêt à accepter comme perte de flux avant de remplacer votre luminaire. Alors pour tester la durée de vie, une petite subtilité, on peut tester la durée de vie sur le luminaire, sur la tête de mât en entier. Là, vous voyez la photo en haut à gauche, c'est un luminaire LED, ou sur un module LED. Un module LED, en gros, il faut le penser comme une lampe sodium que vous vissez ou pas dans votre luminaire. Il existe des luminaires à module LED remplaçables. Et le module LED, ça sera la lampe. Vous remplacerez votre lampe. Ça existe. Ça se fait pas beaucoup, de moins en moins. Parce que les fabricants préfèrent remplacer le luminaire que juste le module. D'accord? Puis il y a d'autres raisons annexes, mais la raison principale, c'est ça. Et donc, vous avez différentes normes de tests à vérifier. Donc, sur vos critères techniques, demandez la durée de vie, par exemple 50 000 heures à L70B50, et à la fin, demandez tester selon telle norme ou telle norme. Ou vous demandez quelles normes ont été utilisées pour tester. Parce qu'il n'y en a pas 36 qui permettent de tester ça. Et c'est un moyen de s'assurer déjà que ce que vous voyez sur les critères techniques, c'est pas du blabla, du minaire. Parce que c'est pas le seul moyen et c'est pas l'ultime moyen, parce que vous pouvez demander ce que vous voulez, vous aurez toujours un vendeur qui sera prêt à vous certifier que sur le luminaire, il fait ce que vous avez demandé alors que c'est pas du tout vrai. Ça, malheureusement, sur l'éclairage LED, il y a ça. Je vous donnerai quelques astuces pour vérifier. Mais déjà, demandez quelles normes ont été utilisées ou imposer la norme de mesure, c'est un premier critère de sérieux. Vous voyez ces deux couples de normes, en fait, il y a deux normes selon qu'on soit un luminaire ou un module. La première, si on prend pour luminaire en haut, donc IES LM 8414, ça permet de mesurer le flux lumineux et ça permet de mesurer ce flux lumineux jusqu'à 6000 heures. Et ensuite, la IES TM2814, vous voyez juste la deuxième, là en rouge, Projecting Long Term Luminous Flux. Donc, on mesure avec la première jusqu'à 6000 heures
Et la deuxième norme nous permet d'extrapoler. Et on a le même couple de normes pour le module LED en bas. La US LM8020 vous permet de mesurer jusqu'à 6000 heures et la US TM2119 vous permet de, à partir de ces mesures, d'extrapoler pour connaître sa durée de vie. Et l'extrapolation, c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire que c'est très dur de se mettre d'accord et personne, à part cette norme qui commence à être quand même uniformément répandue et internationalement reconnue, se mettre d'accord sur des formules d'extrapolation, c'était le point clé justement parce que comme vous dites, les mesures ne se faisaient que jusqu'à 6000 heures. Je dis bien ne se faisaient puisqu'en Europe, le nouveau règlement demandera des mesures jusqu'à 3000 heures. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde parce que on ne peut pas dire en faisant des mesures jusqu'à 3000 heures que votre luminaire il dure 5000 heures. C'est pas possible. Les incertitudes, même si vous avez une très bonne formule d'extrapolation, ces incertitudes sont trop grandes. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous donne ces deux couples de normes. Et déjà, de regarder qu'il y a ça sur les documentations techniques permet déjà d'être rassuré. Alors, la photométrie, c'est très important pour l'éclairage public. La photométrie de luminaire, je vous ai dit tout à l'heure, plus il est incliné, plus il y a de chances qu'il émette de la lumière au-dessus de l'horizontale, au-dessus de lui en fait. Et la lumière qu'il émet au-dessus de lui, elle ne sert pas du tout. Il n'y a aucune chance qu'elle serve à éclairer ce qu'il faut puisqu'elle est émise au-dessus et que la route et nous, on est en bas du luminaire. Donc c'est du gaspillage énergétique, mais aussi de la pollution lumineuse. Et pour ça, on a un critère qui est le ULOR. ULOR, c'est Upward Lumen Output Ratio, c'est le flux émis au-dessus du luminaire et par rapport au flux sortant du luminaire. Donc c'est en pourcentage. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits points partout, mais c'est en pourcentage. Voilà, le ULOR. Et moi, ce que je conseille pour le code des marchés publics, c'est ULOR égale 0%. Ou 1% à la rigueur, vous pouvez dire UL, bon, 0, moi je pense sincèrement qu'on peut arriver à 0%. Aujourd'hui, un luminaire LED, on peut le mettre à plat, il peut ne pas y mettre de lumière au-dessus de lui, ULOR 0, et éclairer correctement en bas avec la bonne photométrie parce qu'on sait faire de très bonnes photométries aussi aujourd'hui. Voilà. Il existe aussi l'ULR. Alors, on parle plus de ça pour l'éclairage LED. C'est l'Upward Lumen Ratio parce qu'on considère que output est c'est pareil pour les LED que Lumen Ratio. Mais bon, il y a d'autres subtilités. On va pas entrer dedans, mais l'ULR, c'est l'ULOR divisé par l'ULOR plus DLOR. Voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre ULOR égale 0% ou ULR égale 1% à la rigueur, je ne l'ai pas marqué là. 0% ou 1%, de toute façon, c'est pareil, c'est de limiter au maximum. Le petit schéma, oui, juste explicatif, excusez-moi, le ULOR, donc c'est la partie de lumière que vous voyez qui est au-dessus de l'horizontale, qui fait partie de la lumière indésirable. Vous voyez, il y a de la lumière en dessous de l'horizontale qui peut être qualifiée d'indésirable, qui ne sert pas du tout à éclairer ce qu'on veut éclairer. Si on veut éclairer que la route, vous voyez le faisceau, le pinceau lumineux en mauve, là, en espèce d'orange clair, pardon. L'éclairage efficace, c'est juste une partie du délore. Le délore, c'est down out, donc c'est vers le bas, c'est la lumière émise vers le bas. D'accord? C'est juste une partie, finalement. Donc c'est un critère. Il peut y en avoir d'autres, les facteurs d'utilance, etc. Mais bon, c'est un critère de passation des marchés internationalement compréhensible et reconnu. Alors, maintenant, le critère technique, c'est la qualité de la lumière. La qualité de la lumière, alors il y a deux critères. On va parler de blanc. Sur les photos, c'est assez coloré. J'ai un peu exagéré la couleur, bien sûr. Mais on est plus sur de l'éclairage blanc. Nous, on va essayer d'éclairage blanc. On a l'indice de rendu des couleurs et la température de couleur. Donc, l'indice de rendu des couleurs, à gauche, IRC, c'est l'aptitude d'une source de lumière à restituer leur vraie couleur aux objets. Elle se mesure de 0
pas de couleur reconnaissable à 100. Alors là, vous avez un panier de fruits éclairé avec différentes sources, avec différents indices de rendu des couleurs. Alors, vous voyez en haut à droite, là, c'est de l'éclairage avec blanc, avec un IRC proche de 100. Donc, on distingue très bien la pomme, de l'orange, des raisins, de la poire, de la banane et des autres fruits. Par contre, vous regardez en bas à droite, par exemple, ça commence à être plus compliqué. Hem, en haut à gauche, sur d'éclairage qui pourrait alors c'est des sources lumineuses qui existent, ça, hein, c'est pas d'éclairage pour s'amuser, hein, c'est des sources lumineuses qui existent. En haut à gauche, on est incapable de distinguer l'orange de la pomme, de limite de la poire. Donc vous voyez, on est, si on n'arrive pas à distinguer les objets, on a un IRC assez pauvre, et si on arrive très bien à les distinguer, on a un IRC proche de 100. L'IRC se mesure à l'indice de rendu des couleurs, en fait, la définition officielle, c'est pas ça, c'est enfin, ça rejoint ça, mais ça se mesure selon des illuminants standards, et cetera, et cetera. On va pas compliquer. La signification, vraie, c'est ça. C'est l'aptitude à restituer les couleurs et aussi bien en éclairage intérieur, ça va être un critère très important, heu, de confort, visuel et y compris, par exemple, pour l'éclairage industriel, pour distinguer les couleurs des objets, ça peut être, très précieux, ou même pour le dessin, enfin, un éclairage intérieur, c'est très intéressant. Aussi bien, pardon, sur l'éclairage public, on va peut-être tolérer des une capacité à restituer couleurs un peu moins importante et c'est pour ça que pour l'éclairage intérieur, 80 c'est vraiment le minimum réglementaire. Heu Au niveau des normes internationales, au niveau européen aussi, c'est un minimum. Hem Pour l'éclairage extérieur, on peut tolérer, je pense, 70, comme valeur minimum parce qu'on n'a pas un besoin énorme de distinguer les couleurs. Alors, à mettre en relief avec ce qui existe aujourd'hui, ce que vous connaissez aujourd'hui, les lampes sodium. Heu, Lampes sodium, on va être, sur ces petites pastilles à gauche là sur les fruits, on va être entre les 2 de gauche, quoi. OK? Donc là, on a un IRC de très pauvre, quoi. On n'en parle même pas des fois. Un IRC inférieur à 50 maximum. Donc voyez, 70, c'est déjà une amélioration par rapport à l'éclairage existant. Voilà. Sur, la température de couleur, c'est un deuxième critère. Donc c'est, est-ce que ma lumière est plus ou moins, en blanc chaud? On voit sur l'échelle ici, un blanc chaud ou un blanc froid. Donc chaud, c'est un blanc qui tire vers le jaune, vers le rouge et froid, c'est un blanc qui tire plus vers le bleu. Hem Et la température de couleur se mesure en degrés Kelvin, grand K. Heu, Sa définition, c'est l'échauffement du corps noir nécessaire pour produire une lumière d'apparence semblable. Bon, peu importe, c'est en Kelvin, c'est, plus ou moins rouge, plus ou moins bleu. Plus elle est élevée, cette température, 6000 Kelvin, plus la lumière est bleue. Plus elle est basse, 2000 Kelvin, plus la lumière est rouge. Une façon facile de retenir, si une barre de fer que chauffe, au début elle est rouge, 1500 Kelvin, et plus on la chauffe, plus elle est chauffée à blanc et ça devient blanc-bleu. Voilà. Donc, ce qu'on conseille pour l'éclairage public, c'est une température de couleur inférieure ou égale à 5000 Kelvin. Euh, et encore, je serais tenté de dire ça, c'est pour parce que le code des marchés publics tel que j'ai proposé pour l'ONU, là, ce que je vous ai montré en préambule, ce pour qui je l'ai fait, il s'adresse au monde entier. Pour la Tunisie, j'irai encore plus bas. Je me demande si 4000, ça serait pas mal. Sachant que il y a quand même, vous aimez bien le blanc chaud d'abord et avec les lampes sodium et ensuite il y a vous êtes assez,
enfin, il y a des enjeux environnementaux assez importants et plus on a une lumière qui tire vers le bleu, plus on a de pollution lumineuse. C'est un slide que je ne vous ai pas mis, mais le bleu perturbe beaucoup plus la faune et la flore. À règle générale, ça dépend des animaux, mais à règle générale, perturbe beaucoup plus l'éclairage qui contient plus de bleu que l'éclairage qui tire vers le jaune et le rouge. Non seulement ça, mais en plus le bleu participe au halo lumineux au-dessus des villes. Vous savez, quand vous arrivez d'une ville depuis la campagne, de loin, vous voyez un halo lumineux, comme une coupole lumineuse au-dessus de la ville, tellement c'est éclairé. Et bien, plus il y a de bleu, plus ça sera important et plus il y aura de lumière intrusive dans la ville et dans la campagne aux alentours. Donc, on préférera limiter la température de couleur. C'est pour ça qu'on parle de NIRC minimum pour avoir le minimum de vraies couleurs et une température de couleur maximale pour limiter la lumière bleue. Un autre paramètre de qualité de la lumière qui est assez primordial pour l'éclairage LED et qui prend de plus en plus d'intérêt, enfin de place dans les réglementations, c'est la limitation du scintillement ou du papillotement. On appelle ça le flicker en anglais. Je ne sais pas trop comment le traduire en fait. Scintillement, papillotement, c'est en fait le fait que vous avez le luminaire qui, vous savez, qui, comme, enfin, qui papillote, quoi, qui, enfin, il éclaire plus ou moins, et c'est, enfin, vous voyez, je pense, ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est illustré dans ce graphe ici. Vous voyez, donc, désolé, il est en anglais, c'est la quantité de lumière qui sort du luminaire mais sur un cycle de temps, elle peut être très importante ou moins importante. Donc, vous avez une fluctuation, voilà, j'avais oublié le terme, une fluctuation de la lumière euh, très rapide dans le temps et ça scintille, ça papillote. Euh, c'est, c'est, Est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène-là? Moi, j'en vois tous les jours, j'en vois partout. Sur l'éclairage d'une gare, par exemple, il y a une lumière sur deux qui papillote comme ça, c'est très désagréable. Donc ça, c'est le flickering, en anglais, sentiment, papillotement, la fluctuation de la lumière en français. Ça se mesure grâce à un facteur qui est le PSTLM. En fait, j'ai oublié le Standard Light Modulation le pi, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est une mesure de la modulation temporelle, de la fluctuation temporelle sur une courte période. Donc sur une très courte période, vous avez beaucoup de lumière, un peu moins, beaucoup, un peu moins, etc. Et ce PSTLM, qui est un facteur reconnu, donc quand il est égal à 1, il signifie que la moitié des personnes, vous, moi, etc., la moitié des gens perçoivent ce sentiment de la lumière. Et malheureusement, ce PSTLM, il est très souvent très largement supérieur à 1 sur les luminaires. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de luminaires LED qui papillotent. Ça, c'est un gros problème d'éclairage LED. Et pourquoi? Ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'éclairage LED, en fait, pour l'alimenter, donc vous avez le réseau électrique qui arrive en tension alternative, en alternatif, et la LED, on l'alimente en continu mais on l'alimente en continu parce que c'est une diode classique. Vous faites passer du continu dedans et vous envoyez des pics pour améliorer l'efficacité. Donc c'est en continu, des fois c'est en carré aussi, on alimente souvent en carré, en fait c'est du continu mais en carré. Souvent, il y a ça rejoint un peu le taux de distorsion harmonique, tout ça est un peu lié. Le driver LED qui permet d'alimenter la LED, donc il remplace le ballast pour l'éclairage des lampes des charges, le ballast ferromagnético-électronique. Donc pour les LED, on parle de driver et de mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de guerre des prix sur de l'éclairage LED, il y a beaucoup de concurrence et du coup, une des manières de gagner en coût et de produire des luminaires à bas coût, c'est
dégrader finalement la qualité du driver LED. Parce qu'il y a peu de monde qui va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du driver LED avant d'acheter une lumière LED et du coup, on se retrouve avec, de gros problèmes comme ça qui sont pas sont qui produisent un éclairage qui est pas très agréable. Ça parlait des problèmes que ça peut poser pour les personnes épileptiques ou très sensibles à ça, les problèmes de santé. Donc ce que je vous conseille, c'est de demander, un PSTLM inférieur à 1 à pleine puissance et pour un signal d'alimentation sinusoïdale classique, que vous avez sur votre réseau électrique. Donc c'est un critère assez important, sachant que, la réglementation européenne que je vous présenterai à la fin pour vous dire, les avantages et inconvénients de se conformer à elle, beh, le prend en compte ça, d'accord? C'est une grosse bataille qu'il y a en Europe, mais le prend en compte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous n'imposez pas, vous ne prenez pas en compte ce critère, beh, tous les luminaires qui ne respectent pas la réglementation européenne vont se retrouver chez vous et ça, il faut pas. Il faut à tout prix éviter et aujourd'hui, on sait faire des luminaires de qualité, qui respectent PSTLM inférieur à 1, mais bon, simplement, il faut que les fabricants s'y. Un autre, critère de qualité de la lumière, et qui sera aussi pris en compte dans le règlement européen, donc évitez de vous retrouver avec de mauvais produits, c'est l'effet stroboscopique. Alors, l'effet stroboscopique, lui, c'est un peu différent. Vous savez, c'est que vous regardez à la télé et qu'il y a une voiture qui avance, mais vous voyez pas les jantes bouger, parce qu'en fait, la fréquence de l'image que vous avez à la télé correspond à la fréquence de rotation des jantes de roue. Voilà, donc ça, c'est une manifestation que tout le monde a vu de l'effet stroboscopique. C'est le changement de perception de la vitesse de quelque chose dû à la lumière, parce que la lumière, on a vu, elle a une fluctuation avec le temps. Elle est pas constante avec le temps. Donc ça peut être, donc bon, à la rigueur, ne pas voir les gens de la voiture qui bougent à la télé, bon, c'est pas très, très grave. Mais par exemple, vous êtes dans une scierie, je prends souvent cet exemple, dans une scierie. Et vous avez, l'opérateur qui est en train de scier quelque chose à la scie, qui tourne, je ne sais plus comment elle s'appelle, et la fluctuation de la lumière fait que, cette scie, il la voit immobile, il la voit pas tourner, il voit pas, il peut se blesser c'est un fait réel, d'accord? C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc c'est assez important à prendre ça en considération et cet effet stroboscopique se mesure avec, le SVM, donc Stroboscopic Visible Measure. Alors, là encore, c'est un peu la même chose que pour le PSTLM, c'est pratique. SVM égale 1, c'est le seuil de perception pour un observateur moyen, d'accord? Donc ce qu'on vous conseille pour, le code des marchés publics, c'est, enfin pour, vos appels d'offres, pardon, c'est SVM inférieur ou égal à 1 à pleine puissance. Ça aussi, il y a de grosses discussions actuellement sur les règlements européens, puisqu'au départ, on avait voulu imposer SVM inférieur à 0,4, mais il y a eu un gros lobbying des fabricants qui ont dit, OK, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire, alors qu'il y a des produits sur le marché. Donc, le règlement européen, ça sera SVM inférieur à 1 pendant 2 ans, et puis ensuite inférieur à 0,4. Moi, je vous conseille franchement de mettre ces deux critères PSTLM et SVM. Même s'ils sont pas très connus et si les fabricants risquent de tirer un peu la tête au début, de toute façon, ils les mesureront pour le marché européen. C'est une obligation. Le marché européen, c'est le plus gros marché au monde, donc ils peuvent vous les fournir aussi. Il n'y a pas de souci.